Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors c'est une information des plus sérieuses mais passée plutôt inaperçue ici en France. Elle était diffusée d'abord sur la chaîne télévisée finlandaise MTV3, puis publiée et reprise dans le journal économique Business AM, qui est un média belge bilingue français qui traite d'économie et de finance. Dans une interview donc accordée à cette chaîne MTV3, chaîne finlandaise, alors je vais tenter de prononcer son nom, Päivi Heikkinen, le responsable finlandais du département des systèmes de paiement et chef comptable de la Banque de Finlande, a conseillé aux Finlandais de conserver une partie de leurs ressources financières sous forme d'argent liquide et de les stocker à la maison. Alors je le cite exactement, « Ce n'est pas le moment d'abandonner complètement l'argent liquide. Plus de méthodes de paiement apportent de la résilience. Si un mode de paiement ne fonctionne parfois pas, nous avons alors d'autres modes de paiement à notre disposition. L'argent liquide joue toujours un rôle très important ici », a-t-il expliqué. Et selon le responsable de la Banque de Finlande, ce Päivi Heikkinen, nul n'est à l'abri d'un dysfonctionnement des systèmes de paiement, des perturbations qui pourraient même durer des semaines, dit-il encore. Il est possible que quelqu'un veuille intentionnellement perturber la société finlandaise et ses infrastructures critiques. A-t-il encore continué, et il précise que son intention n'est pas de fabriquer des scénarios catastrophes. Pourtant, voilà un discours inquiétant, étonnant pour plusieurs raisons. Alors, pour analyser ce discours qui ne vient pas de n'importe qui en plus, mais bien d'un responsable de banque nationale, nous sommes avec Philippe Murer. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Clémence Roudiakova. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors je rappelle, vous êtes ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble. Vous êtes auteur de ce livre en 2013 avec Jacques Sapir de la note de la Fondation Res Publica sur les scénarios de sortie de l'euro. Et puis ce dernier livre, Sortir du capitalisme du désastre, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, cette note, on va dire, cette déclaration d'un responsable chef comptable de la Banque de Finlande a de quoi surprendre, et pour plusieurs raisons. D'abord, sur la forme, puisque même s'il ne souhaite pas être alarmiste, il l'est malgré tout un petit peu. Et sur le fond, puisqu'il appelle à garder un maximum de liquide, alors que tout nous pousse au quotidien et dans la politique menée, finalement, à abandonner cet argent liquide. Alors, comment vous pouvez expliquer cette sortie du responsable de la Banque de Finlande? C'est vrai, Clémence, que cette sortie est intéressante. Et d'ailleurs, ce conseil, parce que en plus, il s'agit d'un technicien qui connaît bien son affaire et non d'un politique ou d'un communicant, chef du système des paiements en Finlande, quoi. Conserver du liquide à la maison. Et en fait, avec quelque chose qui m'a étonné, c'est le bon sens, qui est très très rare dans la bouche de nos dirigeants. Et oui. Plusieurs moyens de paiement, c'est effectivement de la résilience, quoi. Moi, je le sens comme vous. Et ce conseil, on peut aussi évidemment le donner aux Français sans cacher dans son bas de laine son épargne, mais d'avoir un peu d'espèce de côté pour au cas où il y a un problème. Alors lui, il dit qu'il y a une cyberattaque possible. Évidemment. Oui, alors il ne le formule pas comme ça, mais c'est comme ça que vous le comprenez. Oui, c'est comme ça qu'on comprend, avec des problèmes qui pourraient avoir lieu sur des infrastructures critiques. Et ça nous dit une chose, c'est que ces infrastructures critiques, en fait, qui sont à la base de nos services numériques, en fait, sont fragiles. Elles peuvent être piratées, elles peuvent être attaquées, elles sont jamais complètement protégées et certaines. Et là, on a un vrai aveu, en fait, rare, alors que tout nous pousse effectivement à passer au numérique, à l'argent numérique au lieu de l'argent liquide. Alors qu'en fait, si on réfléchit, l'argent liquide a subi des tests énormes, par exemple pendant les guerres mondiales. Et ça s'est toujours bien passé, alors même que les pays étaient bombardés sous le feu de l'ennemi, etc. Donc là, il nous met le doigt sur une fragilité qui est trop de numérisation, très clairement, puisque ça peut être un problème de cyberattaque, d'infrastructures attaquées, mais aussi d'une panne d'électricité qui pourrait mettre en panne aussi une partie du système de paiement dans des endroits du territoire, très clairement. Oui, vous pensez que là, son inquiétude éventuelle d'attaque, de cyberattaque, est-ce que c'est lié peut-être à des échos qu'il aurait pu avoir lui-même en tant que responsable de la banque, tout simplement, ou tout simplement un climat général de tension? On a vu notamment le sabotage des gazoducs, donc on peut s'inquiéter d'autres types de sabotage. Oui, vous avez tout dit. En fait, effectivement, quand on voit qu'on est capable qu'un État
on va dire, qu'on ne sait pas lequel, qu'un État est capable d'aller faire sauter le gazoduc Nord Stream, effectivement, tout est possible, même pour le problème du cash. Et on voit la fragilité de tout ça. Et ce qui est très dommage, c'est que nos gouvernements nous ont poussés vers cette fragilité en nous poussant au tout numérique, avec l'aide d'ailleurs des médias. On sait bien que les banques veulent passer au tout numérique. Il y a beaucoup d'articles de presse depuis des années qui égrènent ces choses. Et les banques ont tout intérêt parce qu'en fait, l'argent liquide, c'est des coûts. Il faut avoir des agences et des caissiers qui vont distribuer ce cash, ou il faut avoir aussi le transport du cash qui est forcément dangereux et coûteux, avec la Brinks et toute cette manipulation de cash, alors que l'argent numérique, c'est plus de commissions, parce que chaque fois que vous payez au restaurant, il y a minimum 0,5% de commission, c'est le minimum, pour votre restaurateur. Donc d'un côté, il y a des coûts et de l'autre côté, il y a plus de bénéfices. Donc les banques, elles choisissent l'argent liquide. Évidemment. Non, l'argent pas liquide, justement. Exact. Ouais. L'argent numérique. Et donc, on comprend très bien. Le gouvernement, lui, devrait aller dans le sens inverse et dire aux citoyens, on protège l'argent liquide qui est important pour vous, mais au contraire, il se fait complice. On se rappelle que pendant le Covid, en fait, il y a eu un effet accélérateur avec le paiement sans contact, qui est un paiement numérique pour des petits montants, et pour accélérer le paiement liquide sur des tout petits montants. Avant, c'était plutôt 10-15 euros de carte bleue. Maintenant, on peut aller à 2-3 euros de carte bleue. Et en Chine, ça va encore plus loin, puisque maintenant, on peut payer avec sa tête, comme disent les Chinois, c'est-à-dire payer avec la reconnaissance faciale. Oui, quelle joie. Non, mais c'est vrai qu'on a de quoi s'inquiéter, parce qu'on voit possible cyberattaque visiblement qui est dans les échos de ces grands responsables de banque, potentiel sabotage, voilà, et puis on le dit aussi, les pénuries d'électricité, comme vous l'avez signalé, qui peuvent arriver. Donc finalement, ce genre de crise peut arriver très vite. Et si aujourd'hui ça arrive dans le système dans lequel nous sommes déjà en France, qu'est-ce qui va se passer, Philippe Murer ? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, si une crise, par exemple, comme une panne d'électricité ou quelque chose comme ça, vous voulez dire? Oui. Dans ce cas-là, ça serait extrêmement gênant et on ne sait pas ce qui se passerait. Effectivement, ça peut faire tomber des infrastructures critiques. Il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux qui ont expliqué qu'Internet pourrait tomber parce que le gouvernement ne savait pas différencier l'électricité dans une région et l'électricité pour Internet dans cette région. La téléphonie mobile pourrait tomber. À ce moment-là, ça veut dire que le télétravail tombe. Il y a les entreprises aussi, vous savez, qui en fait ont très imprudemment tout mis dans le cloud, c'est-à-dire qu'elles ont mis leur informatique en réseau dans le nuage, et donc s'il n'y a pas de télécom, elles ne peuvent plus avoir accès à leur informatique. Il y a plein d'autres choses auxquelles on ne pense pas, mais j'en évoque juste les urgences, effectivement, fonctionnent avec la téléphonie mobile, avec Internet, les alarmes, il y a des gens qui ont une sécurité qui est tout numérique, et puis les congélateurs aussi. Les congélateurs, c'est extrêmement embêtant, puisque pour les particuliers, s'il y a des pannes d'électricité longues, et il y aura des pannes d'électricité cet hiver, si elles sont longues, dans ce cas-là, votre congélateur et votre nourriture est perdue, c'est très embêtant. La restauration collective pour avoir les mêmes problèmes, les entrepôts alimentaires, les entreprises alimentaires. Mais pour les banques Pour les banques, effectivement, ça pourrait être un vrai problème si leur système informatique sautait. Après, il est plutôt situé à Paris et je pense qu'ils vont plutôt protéger Paris parce qu'il y a plein d'infrastructures à ce niveau-là. Oui, évidemment. Ouais. Voilà, et la province sera perdante par rapport à tout ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les effets sont impossibles à cerner. Il y a des effets directs, indirects, ceux qu'on ne va pas pouvoir détecter et qui arriveront quand les choses auront lieu. Et c'est là où on a un problème avec des apprentis sorciers, en fait, qui, en jouant la pénurie, en acceptant qu'on ait une pénurie de gaz, une pénurie d'électricité, donc, mettent en fait nos économies en risque. D'accord. Donc, et finalement, si on suit le scénario toujours de ce chef comptable de la Banque de Finlande, responsable du département des systèmes de paiement, encore une fois, je le rappelle, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un vrai technicien, un vrai connaisseur du sujet, qui là, finalement, tient un discours complètement étonnant par rapport au discours ambiant, c'est-à-dire garder du liquide et ne faites pas du tout numérique. Donc, si cette personne est bien informée, qu'il arrive quelque chose concrètement pour les banques, est-ce que ça risque d'entraîner un effondrement éventuel des banques? Et puis pour les particuliers, qu'est-ce que ça pourrait changer? Et qui doit garder du liquide et combien? Alors je pense que tout particulier, s'il a quelques centaines d'euros pour tenir une semaine, il n'y a aucun risque pour lui parce que les systèmes seront rapidement quand même, je pense, réparés. Le risque d'effondrement des banques, plutôt que de venir d'un risque d'infrastructure critique,
mais sait-on jamais, hein, parce que effectivement, s'il y a une panne d'électricité importante, on peut avoir des problèmes importants. Moi, je pense plutôt qu'ils viennent de la crise financière qui est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'on a une crise énergétique qui crée une énergie chère et en plus des pénuries, donc un chaos économique. Mais surtout, on a une crise économique par cette énergie chère qui arrive, et on a une récession qui est absolument assurée pour cet hiver. D'ailleurs, la récession commence depuis 6 mois aux États-Unis. En plus de ça, on a beaucoup d'inflation, des taux élevés, donc on a un risque de crise financière absolument très important, et même de crise potentielle sur l'immobilier dans les grandes villes. Puisque c'est pas pareil quand vous empruntez à 1% et que vous achetez un bien 1,5 million à Paris que quand vous empruntez à 3 et peut-être 4% bientôt, vous voyez, pour acheter un bien. Vous ne pouvez pas emprunter la même chose, donc les prix ont tendance à baisser. Et là, il y a eu un événement absolument énorme en termes de crise financière et qui montre que le système financier est très fragile. C'est les fonds de pension au Royaume-Uni qui ont failli s'effondrer et qui sont d'ailleurs pas dans une bonne situation, alors que c'est 3 500 milliards d'euros 3 500 milliards d'euros d'argent qui est investi d'épargne retraite et qui permet de payer les retraites. En fait, ils ont failli s'effondrer avec les taux obligataires à 10 ans du Royaume-Uni, c'est-à-dire les taux auxquels emprunte l'État anglais. Et ces taux ont bougé de 1,5%. Ils sont passés de 3 à 4,5% en 2 semaines. On n'a jamais vu ça. Et ça, c'est parce que comme il n'y avait pas de rendement, les taux sont à zéro et que 3 500 milliards d'euros investis à zéro font toujours zéro, les fonds de pension britanniques ont pris des risques inconsidérés sur la moitié de l'argent, ont mis ça dans des produits dérivés en même temps que sur des taux d'emprunt d'État britanniques. Et au fur et à mesure que les taux d'État montent, ils sont obligés de vendre en fait plus de taux d'État, ce qui les fait baisser. Et on est dans un cercle vicieux où les fonds de pension britanniques ont failli se mettre en situation extrêmement difficile, n'avaient plus de cash. Et c'est la Banque d'Angleterre qui a dû ouvrir le cash et acheter des taux britanniques pour éviter la crise financière totale. Et on n'est pas sorti au Royaume-Uni. Donc cette crise financière qui impliquerait une crise bancaire, c'est une vraie réalité et je me permets de dire aux auditeurs de faire quand même attention à quelque chose. C'est la loi de l'Union européenne sur le bail-out, c'est-à-dire que tout a changé. Avant, en France, quand il y a une faillite bancaire comme avec le Crédit Lyonnais, c'est sauvé par l'État français dans une certaine mesure, ce qui sauve l'argent des comptes en banque des clients, entreprises ou particuliers, et derrière, la banque est revendue. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour le Crédit Lyonnais. L'Union européenne veut que ce soit les clients qui eux-mêmes, avec leur argent, par le sacrifice d'une partie de leur compte bancaire, recapitalisent la banque en faillite. Et ça, c'est une loi très dangereuse. Mais ça, c'est une loi qui date de quand ? 2014-2015, je crois. Je l'avais lu et j'avais fait le travail sur je me rappelle bien, sur ça en 2015. Donc, si vous avez plus de 100 000 euros sur votre compte bancaire et sur votre compte d'épargne, aussi bancaire, eh bien dans ce cas-là, on peut vous prendre l'argent, que vous soyez particulier ou ménage, pour recapitaliser. En fait, on vous vole votre argent pour recapitaliser et remettre la banque à flot, en fait. Et juste une dernière chose, il faut diversifier. Donc, si vous avez beaucoup de liquide, les gens qui ont beaucoup de liquide, diversifiez-le dans différentes banques. Parce que, par exemple, et faites attention à la chose suivante, si vous avez de l'argent au Crédit Lyonnais et au Crédit Agricole, c'est considéré comme une seule banque parce que c'est le même groupe bancaire. Ah oui. Donc, attention à ça. Et puis, plus généralement, en termes de risque et de crise financière, diversifier, en fait, en achetant de l'or. L'or prévient de l'inflation et du chaos. S'il y avait un problème, vous vous en sortirez toujours avec ça. En 29, les gens qui avaient 5% d'or avaient leur patrimoine qui était globalement stable pendant que tous les patrimoines s'effondraient. Alors, l'or plus que le liquide encore, hein. Oui, l'or pour le long terme, et ça, c'est pour la sécurité des investissements. Effectivement, c'est pour la sécurité de votre épargne. S'il y avait un gros choc, un énorme choc sur votre épargne, très généralement, dans l'histoire, l'or compense les pertes que vous avez sur les autres investissements. Mais si je me permets, Clément, c'est de revenir sur cette fragilité du système numérique dans lequel on nous a mis et qui est une espèce de cercle vicieux. En fait, donc, cet argent liquide, les Français, eux, sont très attachés aux espèces. C'est même ce que montre la BNP dans un sondage, et ils sont attachés aux espèces pour notamment le fait qu'il n'y a pas de commission, mais aussi le respect de la vie privée. Et c'est marrant parce qu'on a 83% des Français qui ont peur de la disparition des espèces, en fait. Et c'est pas à tort quand on le sent, cette ambiance de volonté de disparition des espèces. Et en Suède, le gouvernement a voulu les supprimer en 2020.
Et il a dû revenir en arrière devant la révolte des Suédois qui lui ont dit non, on paye beaucoup en numérique, mais on veut toujours avoir les espèces. Et là, on voit que la seule chose qui protège le peuple, c'est soit la révolte, soit un référendum d'initiative citoyenne qui permet de nous protéger contre des mesures qui iraient sur le numérique, qui iraient à l'encontre de l'intérêt des citoyens. Et d'ailleurs, on voit qu'au contraire, l'Union européenne, d'ailleurs, veut aussi, avec les gouvernements qui sont en phase de test, mettre en place un euro numérique qui serait là de l'argent numérique sous contrôle direct de l'État, puisque de la Banque centrale européenne. Ils veulent le généraliser facilement pour faciliter la vie des gens. Et comme d'habitude, au départ, c'est optionnel et ça devient obligatoire. Et ça pourrait arriver et envoyer l'abandon du cash. Et l'abandon du cash et du paiement en espèces, ça veut dire qu'il y a un droit de mort sociale, en fait, des élites sur vous, du gouvernement sur vous. Vous ne pouvez plus bouger puisqu'à tout instant, on peut vous déconnecter votre cash. Oui, et rappelons-nous les différents passes sanitaires. On peut très bien imaginer que si une personne n'est pas vaccinée, elle n'aura pas le droit d'utiliser sa carte de crédit numérique. Oui, et vous vous rappelez le convoi de la liberté au Canada ? Eh bien, les gens qui avaient fait ce convoi… Leur compte en banque avait été suspendu. Leur compte en banque avait été saisi et suspendu numérique par l'État. Et donc, on voit le problème que ça pose très clairement, parce que les États se permettent des choses qui sont complètement très gênantes. Et cette fragilité du numérique, en fait, est très inquiétante. Par exemple, il y a eu la peur du bug de l'an 2000, pour ceux qui sont assez vieux pour s'en rappeler, où on avait peur que tous les services informatiques explosent, sautent, puisque toutes les dates se terminaient au plus tard en 99. Et donc, même la Banque centrale américaine avait peur que ça fasse sauter le système financier américain. Et c'est pour ça qu'elle avait mis tellement de cash dans le système que ça avait fait encore accélérer la bulle Internet qui avait précédé le crash. Mais pensez à une chose, la voiture autonome numérique qu'on veut nous vendre, pour laquelle il y a des dizaines de milliards d'euros d'investissements qui sont mis, eh bien, que se passe-t-il s'il y a une panne d'électricité et des systèmes de navigation ? Que se passe-t-il ? Vous êtes dans votre voiture autonome qui doit vous ramener chez vous. Que se passe-t-il si vous êtes piraté ? En fait, votre système est piraté et des chercheurs ont montré que c'était facilement piratable. C'est extrêmement grave. On pourrait vous envoyer dans le mur et faire un accident. Ça serait des gens qui voudraient du mal. Ou le kidnapping. Imaginez, vous rentrez chez vous tranquillement, et bien à ce moment-là, des pirates peuvent très facilement, s'ils prennent le contrôle de votre véhicule, vous faire un kidnapping et vous amener directement au lieu qu'ils souhaitent. Donc c'est extrêmement gênant. On le voit aussi dans le fait que c'est anecdotique, mais ça montre les dangers des stars qui ont eu leurs photos dans le cloud, qui ont toutes été volées. Les entreprises, je vous dis, qui prennent des risques de plus en plus importants en mettant des informations vitales et leur informatique vitale dans le cloud, parce qu'en fait, les données vitales circulent et ça crée de l'espionnage économique très simple à faire. Et puis, en problème de télécommunication, tout est bloqué. Dernière chose, l'hôpital de plus en plus numérique, c'est vos données de santé qui sont numérisées, qui peuvent sortir par n'importe où. Et il n'y a pas longtemps, il y a un mois, un hôpital de Corbeil-Essonnes a vu son informatique piratée avec une rançon de 10 millions d'euros. Et s'il ne les sortait pas, toutes les données personnelles des gens médicales allaient être diffusées sur Internet. Et dernière chose, on se rappelle du vote numérique qui est dangereux, qui est pratiqué aux États-Unis notamment, et qui fait que derrière, c'est très compliqué de compter. Avec le fameux Dominion notamment. Exactement, le fameux Dominion, du numérique à tous les étages, et donc avec des contestations impossibles à résoudre. Alors, quand vous êtes sur du papier, c'est beaucoup plus simple. Il y a une preuve et vous comptez en 1 heure ou 2 heures, les Français ont accès à leurs résultats de l'élection présidentielle. Et cette fragilité nous met dans un piège de plus, c'est-à-dire, on nous dit, puisque le système peut s'effondrer au niveau des infrastructures critiques, sécurisons-le, empêchons les cyberattaques. Et ça, c'est Klaus Schwab, le patron du Forum économique mondial des multinationales, qui dit attention aux cyberattaques, il faut sécuriser le numérique par un identifiant numérique. Donc, au nom des fragilités du numérique, il faudrait sécuriser le numérique, avec un identifiant numérique qui veut dire plus de traçage, plus de surveillance sur Internet pour vous et la possibilité d'être déconnecté d'Internet. Donc, on voit que c'est extrêmement gênant. Il faut résister au tout numérique parce que ce sont des outils qui peuvent nous emmener dans une société totalitaire et nous serons, en fait, sujets à la malveillance ou la bienveillance de nos gouvernants. Oui, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'au nom de cette insécurité numérique que vous nous avez très bien décrite, on nous propose toujours plus de contrôle, finalement, numérique. Exactement, toujours plus de contrôle par l'identifiant numérique sur Internet, qui est aussi, d'ailleurs, à l'insu des citoyens en secret, mais c'est des lois de l'Union européenne que vous pouvez vérifier, mais les médias n'en parlent pas. Cet identifiant numérique va vous surveiller sur Internet
au nom de votre sécurité, mais c'est toujours plus de surveillance pour vous et toujours plus de contrôle pour les gouvernants et l'État sur vous. Et ça, c'est une mauvaise chose. Et vraiment, fondamentalement, je voulais finir par ça, ce qui est fondamental, c'est qu'on ait le référendum d'initiative citoyenne. Ah oui. Parce que face à cela, il n'y a que le référendum d'initiative citoyenne où les citoyens peuvent dire « Stop, vous allez trop loin aux États ». Donc, nous, on demande un référendum et on demande à casser cette loi pour ne pas être surveillé, pas être tracé. C'est vraiment quelque chose de fondamental pour la liberté des citoyens et pour le bon fonctionnement futur de la démocratie. Mais Philippe Murer, juste 2 questions pour finir concrètes. Sur ce référendum, certes, mais pour le moment, on n'en voit pas du tout la couleur. C'est-à-dire que même, quand bien même les citoyens souhaiteraient un référendum. Et deuxième chose, vous nous dites, donc on a bien compris, conserver de l'or ou conserver du liquide. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'appelle à faire étrangement. Encore une fois, c'est vrai que c'est étrange son discours par rapport à tous les autres qu'on peut entendre de ce responsable finlandais des systèmes de paiement. Nous dit garder du liquide, mais aujourd'hui, concrètement, même moi là où j'habite, et pourtant je ne suis pas en pleine ruralité, il n'y a plus d'endroit pour tirer de l'argent. Ah bon, vous n'avez plus de distributeur d'argent? C'est très très lointain, il faut 20 minutes de marche au moins. Ah oui, alors qu'avant, effectivement, il y en avait partout. Oui, et puis maintenant, dans les campagnes, alors dans les campagnes, autant vous dire que dans les villages, il n'y en a plus du tout. Moi, je connais des villages qui avaient leur bancomat, comme on dit, leur petite tirette, et il n'y en a plus. Et c'est de plus en plus compliqué, il faut aller vraiment dans la grande ville à côté. Ah oui, d'accord. Je ne savais pas qu'on était à ce point-là, effectivement, mais il y a eu des fermetures de distributeurs de cash pour des économies de coûts, tout simplement. Oui. Uniquement pour des économies de coûts. Pour revenir sur ce... Et donc, bon, on peut en tirer et ça sera plus simple parce qu'un distributeur endommagé, ça fera comme les stations essence, qui sont rares aussi d'ailleurs, les stations essence, beaucoup plus rares qu'avant. Oui. Ça fera des embouteillages de gens devant et donc, ce n'est pas une bonne idée. Oui. Effectivement, le référendum d'initiative citoyenne, les gouvernements, ils n'ont pas du tout envie de ces référendums d'initiative citoyenne parce que ça veut dire qu'ils n'ont plus le contrôle total. Et toutes les élites néolibérales, mondialistes, veulent un contrôle de plus en plus total pour imposer des politiques qui sont impopulaires. Ça, tout le monde peut le voir très clairement. Et donc, les gouvernants ne veulent pas de référendum d'initiative citoyenne. Ils ne veulent même pas de référendum. Ah oui. On se rappelle que devant la BBC, Emmanuel Macron a expliqué à un journaliste qui lui posait la question « Est-ce que vous voudriez, comme en Angleterre, un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne ?» Et Macron avait dit « Non, j'en veux pas parce qu'on risquerait de le perdre ». Et après, il s'était repris, mais il était extrêmement gêné parce qu'il savait que si les questions sont posées, il risquerait de le perdre et la politique changerait. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose pour moi de fondamental pour retrouver une démocratie. Merci beaucoup Philippe Murer, ingénieur et auteur notamment de ce livre « Comment réaliser la transition écologique ». Celui-là, un défi passionnant aux éditions Jean-Cyril Godefroy, mais également sortir du capitalisme du désastre qui correspond plus à notre sujet. Toujours aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci Philippe Murer. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.